An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. S'implanter petit à petit, de prendre de l'ampleur. Vous avez vu à Mopti d'abord, ensuite Ségou, Sikasso, et bientôt on ira à Kaï. Et puis après jusqu'à Kidal, comme je l'ai annoncé. À Kidal. Inch'Allah. Mais comment vous expliquez le succès fulgurant de ce mouvement qui est créé comme ça rapidement? Ben, c'est tout simple. Hein. Je pense qu'il y a aujourd'hui un besoin d'unité, de solidarité, de vérité pour sortir le pays des difficultés. Et donc le langage de Morema, c'est ça. C'est vraiment d'unir tous les Maliens pour refonder ce pays, pour relever tous les défis qui nous assaillent, en disant qu'un seul Malien ne peut pas le faire, un seul parti ne peut pas le faire, une seule association ne peut pas le faire, l'armée seule ne peut pas le faire. L'armée elle-même ne peut rien faire sans les populations, sans l'adhésion des Maliens. Donc voilà, le message, il est simple, il est clair, il est audible et les gens y adhèrent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. C'est pas des polémiques inutiles, c'est pas des égoïsmes inutiles, c'est vraiment le langage de la vérité pour que les Maliens comprennent que sans une unité, sans une solidarité à toute épreuve, on ne sortira jamais de ces difficultés-là. D'accord, voilà. Merci, d'accord, merci. Donc, bonne chance à Morema. Merci beaucoup. Bonne chance. Vous nous recevez ce soir chez vous, merci de nous recevoir. On va parler de l'ancien Premier ministre Sobel Oboye Maïga. On a appris dans la presse que vous étiez son avocat, donc vous ne l'êtes plus. On aimerait savoir ce qui s'est passé. Merci vous. Je te remercie et je salue je ne sais pas comment on les appelle. Les internautes. Les internautes qui nous écoutent, que je reçois dans mon salon aujourd'hui, puisque ma piscine dérange certains. Ah, la piscine elle dérange certains. Bon, c'est ce que j'ai appris. Oui. C'est sur ton insistance qu'on va au bord de la piscine parce que c'est agréable. Non, mais là, je veux vraiment être clair avec certaines personnes qui passent leur temps à mal parler du décor, des piscines. Ouais. En fait, c'est moi personnellement qui, quand je viens faire l'interview, j'essaie de choisir le cadre. Ouais, le cadre, je dis non, tonton, asseyez-vous ici, asseyez-vous là, il y a plus de lumière. Et la piscine, c'est moi à chaque fois. Alors, ça veut dire que si on va sur le terrain de basket, ça va être un problème aussi. Ah ben, dans tous les cas, moi, je ne vais pas m'excuser d'avoir cette résidence. Je suis très sensible à tous les compliments que je reçois. Mais cette résidence-là, j'y habite depuis 91. Pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, qu'ils le sachent. Je l'ai dit et je vais le répéter. J'ai déménagé ici après les événements du 26 mars 96. Vers le 30 mars 91. J'ai déménagé ici le 30 mars 91. À l'époque, il n'y avait personne à Tétibou. Je pouvais acheter 10, 20 hectares si je voulais. Je me suis installé ici, j'ai bâti ma maison. Cette piscine, elle était là depuis 91. Je ne vais quand même pas m'excuser pour ça. Le terrain de sport pour mes enfants, pendant qu'ils étaient à Liberté avec leurs enfants, leurs copains, ils venaient jouer ici et mon dernier garçon, il continue à jouer au tennis et au basket avec ses amis. Depuis 91, ses aînés ont joué à ça. J'ai une mosquée ici, mais j'avais aussi une boîte de nuit où mes enfants invitaient leurs amis. Tous les magistrats du Mali et tous les avocats du Mali vous le diront de 92 jusqu'à 97, 98, chaque 24 décembre, chaque 31 décembre, je les invitais dans la salle de fête ici. Et je n'avais jamais travaillé pour l'État du Mali. Je n'étais pas été ministre, je n'étais pas président de la CENI, j'étais avocat. Je suis revenu de Paris, je me suis installé. C'est donc par ma sœur que j'ai construit cette maison-là. Franchement, ceux que ça dérange, qu'ils construisent la même chose. C'est tout. Donc, c'est vous qui avez choisi la piscine. C'est moi qui ai choisi. Aujourd'hui, on a 4-5 salons ici. Demain, on ira dans un autre. Ce que ça dérange, je m'excuse. Vraiment, je ne vais pas m'excuser d'avoir construit cette maison-là. Après les événements du 18 août, je l'ai dit, je vais reconstruire. Et je l'ai fait. Oui, votre maison a été cassée ici. Oui, mais je l'ai fait, je l'ai dit. Moi, je suis un enfant béni. J'ai refait ma maison, je suis là, tranquille. C'est pas comme ça. La vie, c'est pas ça. Il ne faut pas s'attaquer aux gens en individu. Tu vois, je n'ai jamais voulu, mais tout le temps, les gens me disent, il faut expliquer. C'est pourquoi je tiens ces propos-là. Non, mais c'est bien de le dire quand même que c'est depuis Sinon, 91. je ne l'aurais pas dit. Les gens insistent.
Bon, je le dis, je le répète encore. Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir une belle maison et gagner honnêtement, construite honnêtement. Je le souhaite à tous les Maliens. Moi, quand je venais ici, personne ne voulait Tétébou. C'était la forêt vierge. Donc, j'ai été visionnaire. D'accord. Donc, ceux qui nous suivent, en particulier M. Sama Koulibaly, tous les commentaires qui peuvent vraiment être très dérangeants, on les bloque de la page immédiatement. Bon, alors, donc, finalement, ça s'est passé comment? Vous n'êtes plus avocat, vous n'êtes plus constitué pour le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause des ragots, des confusions volontairement faites, des attaques personnelles. On a dit tout et n'importe quoi. Alors que je me suis expliqué sur ce dossier avant que Boubé ne soit mis sous mandat. Je vous souvenez, j'avais fait un article, une tribune, il faut sauver le soldat Choguel, vous vous souvenez? Bien sûr. J'avais déjà évoqué ces manœuvres qui étaient en cours pour soit saisir la Cour constitutionnelle, soit la Cour suprême pour poursuivre certains anciens dignitaires. Boubé n'était même pas incriminé à l'époque. Donc c'est une prise de position de principe que j'avais faite. Ensuite, le Premier ministre Boubé, quand il a été convoqué, il m'a fait l'honneur de m'appeler, la confiance de m'appeler pour me demander de le défendre. J'ai accepté. Et avant que le dossier ne soit ouvert, j'avais fait encore une interview avec toi pour fixer le cadre juridique et politique de cette affaire-là. Et dès que le Premier ministre a été mis sous mandat, ensuite, Fili, Madame la ministre Fili, à laquelle je rends hommage, je vais revenir à ça. Et dès que le dossier a commencé, vous avez vu les amalgames sur les réseaux sociaux. On a commencé à dire que j'étais complice avec Boubé, que j'ai fait condamner l'État du Mali en catimini à payer 24 milliards à Gostar, que donc j'étais l'avocat de Gostar, et on a poussé la malice jusqu'à dire que je ne peux pas défendre Boubé parce que je me trouve en situation de conflit d'intérêts. Boubé et Gostar, dont j'aurais été l'avocat, étaient en conflit d'intérêts. Et ce problème a été amené jusqu'au niveau du collectif des avocats de la défense. Nous sommes une dizaine. Moi, je suis le plus ancien. Je suis ancien bâtonnier. Normalement, c'est moi qui devais diriger la procédure. Et j'ai été absent pendant 2 semaines. J'étais à Paris. Et effectivement, c'est ce qui avait été convenu avec le Premier ministre, que je dirigeais la procédure, le collectif des avocats, qui a attendu que je vienne pour faire toutes les procédures qu'on devait faire. Mais malheureusement, cette discussion a été transportée au sein du collectif, me mettant à mal. Je devenais en quelque sorte une gêne en prenant le leadership de la défense de Boubé. Pour moi, quand je défends quelqu'un, c'est les intérêts de la personne que je mets en avant. Ce n'est ni ma réputation, et je n'ai absolument plus rien à démontrer. J'aurais pu prendre ma retraite en tant qu'avocat, seulement les avocats ne prennent pas de retraite, malheureusement. Et donc, je défends les causes que j'ai choisies pour X raisons, mais je vais toujours être en accord avec ma propre conscience et pour les intérêts de celui que je défends. C'est ça qui prime. Donc, dès lors que j'apparais dans le dossier comme une gêne, dans la défense de Boubé, comme d'ailleurs de Fili aussi, je me suis retiré des deux. Je leur ai expliqué tout simplement que je ne veux pas gêner leur défense. Surtout que déjà, en tant qu'avocat, je n'ai pratiquement rien de particulier à apporter dans ce dossier sur le plan juridique parce qu'il ne s'agit pas de droit. Ça, je l'ai dit, je suis à l'aise encore aujourd'hui pour le dire, c'est un procès purement politique. Donc mon apport en droit est pas essentiel, j'allais dire. Les avocats qui sont dans le dossier, Maître Ben Mata, Abdourahmane Ben Mata Touré, Maître Soyata Maïga, Maître Abouba Maïga, qui a été membre de mon conseil de l'ordre quand j'étais bâtonnier, Morissette Diallo, et bien d'autres avocats encore, sont chacun d'eux suffisamment outillés, a suffisamment d'expérience
pour défendre sur le plan juridique ce dossier. Donc, ma présence en tant qu'en plus homme politique va lui redonner une dimension que je ne souhaite pas. On va faire l'amalgame avec mes interventions politiques pour nuire aux clients. C'est uniquement pour ça que j'ai préféré prendre le retrait. Et je pense que le Premier ministre Boubé et Madame le ministre Fili Sissoko ont tous les deux compris ce qui m'a motivé cette décision que je regrette. Je n'ai jamais été avocat de Gostar, mais je connais ces dossiers sur le bout des doigts, plus que tous ceux qui en parlent. J'avais fait une intervention là-dessus en 2015. J'avais fait une conférence de presse et j'avais fait une polémique publique dans la presse avec le vérificateur qui est à la base de cette affaire-là à l'époque, qui est devenu aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, le magistrat Ousmane Touré, le président de la Cour constitutionnelle, Amadou Ousmane Touré. Bon, j'étais l'avocat de la Banque Atlantique. Je le suis toujours d'ailleurs. J'ai une convention depuis des années avec la Banque Atlantique. Je sais aussi l'avocat de la BMS, qui sont les deux banques qui ont financé cette opération-là. Donc, quand le dossier a été mis sur la place publique, la banque m'a demandé de défendre ses intérêts et d'expliquer ce qui s'était passé. Ce que j'avais fait à l'époque, et le vérificateur s'était permis de dire dans la presse que Maître Tapo défend ses honoraires. C'est toujours pareil. Donc à l'époque, j'ai dit non. Je lui ai répondu publiquement, monsieur le vérificateur, j'ai simplement dit que dans notre code pénal, il n'y a pas de délit ni de crime de surfacturation. Dans la législation communautaire, UMOA ou CEDEAO, il n'y a pas de délit de surfacturation ni de crime de surfacturation. Nullum criminum sine lege. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit sans loi. Dites-moi quelle est la loi qui incrimine la surfacturation. Parce qu'à l'époque, c'est ce qu'il a dit, il y a une surfacturation de 24 milliards sur le marché des 68 milliards. Ensuite, d'ailleurs, dans le dernier rapport, il a dit, le vérificateur, que c'est un écart entre le prix fournisseur et la marge qui a été mise sur les prix. Donc ce n'était plus une surfacturation, c'était un écart entre le prix fournisseur et le prix vendeur. Bref, donc moi je n'avais pas dit autre chose que ça à l'époque. Et j'ai expliqué comment la Banque Atlantique est intervenue dans cette affaire-là. L'État du Mali a voulu équiper l'armée, a voulu faire un certain nombre d'investissements de souveraineté. L'acquisition de l'avion présidentiel, c'est un investissement de souveraineté. L'équipement de l'armée malienne, c'est un investissement de souveraineté et qui était en plus couvert par le secret défense. Donc qui dérogeait à l'application des règles relatives au marché public. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2013. Ibeka venait d'arriver au pouvoir. Il a décidé d'équiper l'armée, c'était la priorité, il l'avait dit avant. Et je vous le dis, à l'époque, je n'étais pas avec Ibeka. Politiquement, j'étais avec Soumaïla Cissé au deuxième tour de l'élection de 2013. Mais Ibeka est venu, je n'avais rien à voir avec ça, mais il avait proposé aux Maliens une certaine politique. Donc, il a donné des instructions pour qu'on commence par équiper l'armée, acheter un avion et faire d'autres opérations de souveraineté. La ministre Fili s'était expliqué là-dessus. Je vous ai transféré, Ivo, sur votre page, l'interview qu'elle avait donnée à l'époque à cher Daniel. Vraiment, je vous demande de partager cette interview qui est très claire. Je ne peux pas dire plus clairement que ça. Elle explique que l'État n'avait pas les ressources nécessaires pour faire ces investissements-là que le président de la République avait souverainement décidé. Donc, elle s'est adressée elle a trouvé des partenaires qui ont amené des banques qui étaient prêts à préfinancer. Un ensemble de banques. Un ensemble de banques. Mais le montant, c'était combien? C'était combien? Le montant de l'enveloppe était de 100 milliards. La banque a dit, moi je suis prêt à financer l'État malien
à hauteur de 100 milliards pour l'acquisition de l'avion, pour l'acquisition des équipements militaires, si tel opérateur le fait. Et l'opérateur a accepté de le faire sur 3 ans. C'est engagé à payer sur 3 ans. L'opérateur, c'était qui? C'était la société Gostar. 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 C'est une société qui était, je crois, habituée dans les ventes d'armes. Tout le monde ne peut pas se lever un jour comme ça pour être fournisseur de l'armée. Cette société avait déjà fourni, même pendant la transition, l'armée malienne. Il y a eu des équipements qui ont été faits pendant la transition sous Sanogo, qui ont été fournis par Gostar. Il n'y a jamais eu de contestation. Alors que vous savez qu'il y a d'autres qui ont disparu avec 11 milliards. On avait évoqué ici avec mon ami Yamoussa. Bon, mais au moins Gostar avait une réputation d'avoir déjà travaillé avec l'armée malienne et avoir fourni des équipements militaires. D'accord. Donc Gostar dit qu'ils peuvent fournir tout ce matériel. Ils peuvent fournir tout le matériel. Non, pas l'avion présidentiel, mais les équipements militaires. Les équipements militaires. Où il y avait l'armement, les habillements, les véhicules, sacs de couchage, etc. C'est ce qu'ils ont appelé HCCA. Oui. Voilà, habillement, couchage, armement. Donc Gostar qu'ils ont choisi disent qu'ils peuvent fournir. Pour 68 milliards. 68 milliards. C'était 68 milliards. Et l'État n'avait pas l'argent. Évidemment. L'État n'avait pas l'argent, et puisque, et en plus, ça devait être réparti sur 3 années budgétaires. 3 années. Donc, c'est sur 3 années budgétaires. L'État s'est engagé à payer sur 3 ans. La banque a dit, OK, l'engagement de l'État, on est d'accord, mais donnez-nous votre garantie, garantie souveraine. Parce que les banques aussi ont des comptes à rendre à la BCEAO. Ils ne peuvent pas comme ça donner de l'argent, 68 milliards, sans justifier qu'il y a une garantie que l'argent va rentrer, parce qu'il y a des ratios qu'ils doivent respecter, il y a une politique générale qui doit être respectée par toutes les banques. La BCEAO n'accepte pas. Donc, la ministre des Finances a donné cette garantie pour avoir 100 milliards. Il y avait ce marché de 68 milliards, mais on devait ajouter l'avion présidentiel et peut-être on dit, bon, on va à 100 milliards pour toutes les autres opérations de souveraineté que nous allons avoir à faire. L'opération a été montée comme ça, et après, ça a été la Banque mondiale et le FMI. Ça n'a pas été caché. C'est une opération qui a été montée. Quand ils l'ont su, ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec. 100 milliards, non. L'État ne doit pas garantir. Bon, en plus, les équipements, on veut savoir qu'est-ce qui a été acheté, pourquoi, comment. C'est Phili, la ministre des Finances, c'est elle qui a saisi, qui a demandé l'audit. Elle a dit à la Banque mondiale et au FMI, allons-y, donc on va faire auditer. Ils ont dit d'accord. On a désigné le vérificateur et la section des comptes de la Cour suprême. Ce qu'on ne dit pas assez, il y a eu 2 audits dans ce dossier. La Cour suprême et le vérificateur. Qu'est-ce que la Cour suprême a dit? Il y a quelques irrégularités. Le contrat d'abord avait été signé par quelqu'un qui n'était ni actionnaire ni dirigeant de la société. Ils ont dit qu'elle n'avait pas qualité. Donc il faut que le contrat soit signé par le directeur de la société Gostar. Donc le contrat a été repris et régularisé. Donc a été signé par le directeur de Gostar, je crois, qui était Baïba Kouma. C'est pourquoi lui, vous entendez souvent son nom dans le dossier, il est appelé. Parce qu'il est le directeur de Gostar. Ensuite... Mais juste avant qu'on ne passe, ce n'est pas la Banque mondiale et les institutions internationales qui ont obligé à faire l'audit? Non, ils ont demandé à voir clair. Et l'État malien a proposé de faire un audit, confié au vérificateur. Ça n'a pas été confié à l'international, à quelqu'un d'autre. On a confié au vérificateur, la banque a dit nous sommes d'accord. Ils ont dit on va confier au vérificateur et à la Cour des comptes, qui est chargée d'auditer les comptes publics. C'est sa mission constitutionnelle. Elle est là pour ça. Donc FMI et Banque mondiale ont dit nous sommes d'accord. Donc l'audit a été fait et il y a eu ces 2 rapports. Mais les gens se sont agrippés sur le rapport du vérificateur. Mais le rapport de la Cour des comptes, qui est l'organe habilité pour certifier les comptes de l'État, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'a dit la Cour constitutionnelle à l'époque? J'étais en train de vous dire qu'il y a une irrégularité sur la conclusion du contrat.
Ensuite, ils ont dit la garantie souveraine de l'État aurait dû être autorisée par un comité au niveau du ministre des Finances, qui n'avait pas été encore mise en place, qui était prévu. Mais la ministre des Finances a dit, mais c'est moi qui préside ce comité, c'est moi qui le mets en place. C'est vrai, il n'était pas mis en place. Qu'à cela ne tienne, elle a pris un arrêté, elle a mis la commission en place, qui a validé l'engagement de l'État pour donner cette garantie. Ensuite, ils ont dit, vous ne pouviez pas prévoir un paiement triennal sur 3 ans sans que ça soit prévu par le budget national et approuvé par l'Assemblée nationale. Donc, ça a été, ça aussi régularisé. Il y a eu des collectifs budgétaires qui ont été soumis à l'Assemblée nationale, donc qui ont validé le montant de ces opérations-là. Donc, ce sont ces irrégularités-là qui avaient été soulevées par la Cour suprême, la section des comptes, et qui ont été régularisées. Mais à l'époque, l'État n'avait pas décaissé un centime. Un centime. Le contrat était basé, le paiement devait avoir lieu non seulement sur 3 ans, mais après livraison de tous les équipements. C'était des crédits documentaires. Donc les marchandises étaient vérifiées avant l'embarquement. Ensuite, arrivées à Bamako, réceptionnées par le ministère de la Défense, qui a été celui qui a commandé le matériel. Et le paiement a seulement lieu après toutes les réceptions et la confirmation de la qualité de la marchandise commandée. Et c'est après ça que les paiements devaient avoir lieu. Donc le vérificateur, lui, a fait une autre démarche en disant, d'accord, c'est pas ces irrégularités-là, moi, qui m'intéressent, mais c'est les prix. Je regarde, et Gostar a joué le jeu, a donné ses prix fournisseurs. Ils ont donné toutes leurs factures fournisseurs. N'ont rien à cacher. C'est à partir de là, le vérificateur a dit, bon, le fournisseur a fait ce prix-là, qui était 40 millions, tout l'équipement était monté à 40 millions, ou 44 millions, quelque chose comme ça. Donc la différence, 25 milliards, je considère que c'est une surfacturation. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait eu cette polémique entre le vérificateur et moi-même. En tant qu'avocat de la Banque Atlantique, je suis intervenu et j'avais expliqué à l'époque qu'il ne pouvait pas y avoir de surfacturation. Parce que la surfacturation n'existe pas pénalement. Tu peux dire que la marge est trop, elle n'est pas trop, mais la liberté des prix aussi, c'est le principe au Mali, et dans l'UMOA et dans la CEDEAO. L'État ne peut pas imposer de prix. C'est la liberté des prix. Je crois que c'est la réglementation communautaire qui prévoit qu'on ne peut pas sortir d'une certaine fourchette, de 10 à 25%. Mais le vérificateur n'a pas tenu compte de ça. Il a dit 25 milliards, c'est pas justifié, c'est de la surfacturation. Donc, on doit retenir cette somme-là. Donc c'est là que les problèmes ont commencé. Voilà, c'est là que ça a commencé. Mais et l'audit l'audit qui a été lancé par le Premier ministre Moussa Mara? Non, Moussa Mara, c'était l'avion présidentiel. Ah d'accord. Ce n'était pas les marchés des équipements. Ah d'accord, ok, voilà. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Donc, merci. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a payé le montant que le vérificateur a retenu, à savoir 40 milliards. A dit on ne paye pas plus que ça. On paye 40 milliards, point barre. Donc, ils ont payé les 40 milliards. Mais Gostar a attaqué l'État du Mali devant la section administrative de la Cour suprême en paiement. La différence qu'ils ont retenue, les 25 milliards. À l'époque, effectivement, Gostar m'a demandé de la défendre. Et j'aurais pu être l'avocat de Gostar. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'interdit de le faire? J'aurais pu l'être. Je dis pourquoi simplement je ne l'ai pas été. Parce que je venais entre-temps, j'ai été nommé conseiller spécial du président de la République. J'ai accepté d'être conseiller spécial en 2015. Je me suis dit, je ne peux pas être conseiller spécial du président et défendre une société privée contre l'État. Qui attaque l'État. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, ma vie, tout ce que je fais dans ma vie,
est clair et net et repose sur des principes. Je ne serai jamais pris par qui que ce soit en défaut de duplicité ou de malhonnêteté. C'est une question d'éducation. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Je n'ai pas été formé comme ça. Moi, j'ai été à l'école du barreau de Paris. J'ai fait plus de 10 ans avant de rentrer au Mali. Quand je suis rentré, je suis resté à Paris, exercer. Donc j'ai fait 40 ans au barreau de Paris. Je n'ai jamais eu la moindre reprise. Là-bas, on ne plaisante pas. On ne plaisante pas avec la déontologie. Donc moi, j'agis sur des principes. Personne à l'époque, le débat n'était pas public. Personne m'a dit ne défends pas Goussard parce que tu seras en... C'est là qu'il y avait le vrai conflit d'intérêts. Parce que j'étais déjà conseiller spécial du président de la République, la première institution de l'État. Je ne pouvais pas prendre un dossier pour attaquer l'État. J'aurais été en situation de conflit d'intérêts. Et je ne l'ai pas voulu. J'ai dit à Goussard, je suis désolé, je ne peux pas vous défendre contre l'État. Voilà. Aussi simple que ça. Et donc, Goussard a pris un avocat, c'est mon confrère Malik Ibrahim, qui est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. C'est lui, moi je n'ai plus suivi ce dossier. L'État a été condamné, à l'époque, je ne sais même pas quand ni comment. Mais ils ont été condamnés et à payer les 25 milliards que le vérificateur avait considéré comme surfacturation. C'est la Cour suprême qui a dit il n'y a pas de surfacturation, il faut payer. Et là, il y a les papiers de la Cour suprême qui... Mais évidemment, il y a un arrêt. Sinon, il y a un arrêt de la Cour suprême qui a condamné. Et je me souviens, je crois que c'était en 2017, je venais de sortir du gouvernement en tant que ministre ministre de la réforme de l'État et des droits de l'homme. Je crois que le jugement est intervenu quelque temps après. Et ça, je me souviens parfaitement, le Premier ministre Boubou Cissé, qui était ministre des Finances, m'a appelé pour me demander mon avis. Il m'a dit, il y a un arrêt qu'on vient de me signifier dans le dossier Goussard. Qu'est-ce que maître vous en pensez? Est-ce que je dois payer? J'ai dit, c'est un arrêt. Est-ce qu'il y a eu de recours en révision? Il m'a dit, je ne crois pas, je ne sais pas, mais on me l'a signifié. J'ai dit, bon, demande au contentieux de l'État. Si ils ont encore un recours à faire, c'est un recours en révision. Qu'ils fassent ce recours-là. Mais si... Donc pour que l'État ne perde pas. En fait. Voilà. Si le recours a été fait, l'État a perdu, a été rejeté. Donc, il y a eu un arrêt définitif de la Cour suprême du Mali avec la crosse, la formule exécutoire au nom du peuple malien. Les arrêts de la Cour suprême sont rendus au nom du peuple malien. Et il n'y a qu'une voie de recours contre ces arrêts-là. Ils sont exécutoires. Oui, mais maintenant... Et donc, Ibou, l'État, à ce moment-là, était obligé de payer. Depuis les années 92-93, et je rends hommage au bâtonnier Magatsei en passant, on s'est battu pour que l'État exécute les décisions judiciaires. C'est le ministre Soumaïla Cissé, à qui aussi je rends hommage. Soumaïla Cissé avait dit « je ne paye pas parce que l'État n'est pas défendu devant la Cour suprême, l'État est tout le temps condamné. Parce qu'il a dit « mais l'État n'a qu'à se défendre. L'État est un sujet de droit, comme tout le monde, qui prennent des avocats qui se défendent. S'ils se défendent mal, si les décisions sont rendues, ils doivent exécuter. » Et ça, l'espace d'interpellation démocratique, les idées, à l'époque, le barreau était monté avec le bâtonnier Magatsei en tête. On a obtenu, l'idée a dit à l'État du Mali, vous devez exécuter toutes les décisions judiciaires exécutoires. Donc ce n'est plus, au moins, ça, c'est un acquis dans notre démocratie. Si l'État est condamné, il paye. Donc, ils ont payé en vertu de la condamnation de la Cour suprême. Alors, Ibou, je pose la question à toutes les personnes honnêtes et de bonne volonté. À partir du moment où la Cour suprême du Mali dit qu'il faut payer la différence qui a été considérée comme surfacturation, si on paye sur cette base-là d'une décision de la Cour suprême du Mali, vous pensez que c'est une infraction, ça? Vous pensez honnêtement qu'on peut dire qu'il y a eu paiement d'une surfacturation ou collision ou corruption? Mais maintenant, mais comment aujourd'hui peut-on expliquer
Le fait qu'aujourd'hui, c'est la même Cour suprême qui a quand même arrêté ces personnes-là. Est-ce que la Cour, elle peut se tromper? Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est ce que je dis. Il faut éviter justement l'instrumentalisation de la justice. Une raison supplémentaire pour laquelle je me suis retiré du dossier, je vais vous le dire, Ibou. Vous savez, les gens, je vois insidieusement, on a mis dans la presse qu'il y a un ministre qui avait demandé à classer le dossier. Donc, personne n'a osé me nommer. Parce que là, j'aurais vraiment poursuivi la personne. La personne qui s'amuse à faire ça, je la poursuis cette fois-ci immédiatement. Quand j'étais nommé ministre de la Justice en 2020, j'ai nommé comme procureur général Boya Dambélé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Très bien. Et c'était Wafi, qui est aujourd'hui le président de la Cour suprême, qui était le procureur général. Wafi a été nommé président de la Cour suprême. Boya est venu me voir quelque temps après sa nomination, me disant, Monsieur le ministre, mon prédécesseur, le procureur général, Wafi, m'a passé un certain nombre de dossiers, dont le dossier Gostar, qui était au pôle économique, qui avait été envoyé par le procureur du pôle économique. Boya me dit, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse dans ce dossier. Bien que je n'ai pas d'instruction à lui donner, on ne donne pas d'instruction normalement au procureur général de la Cour suprême, parce qu'il est membre d'une institution. C'est pas le procureur général près de la Cour d'appel, ni le procureur près de le procureur de la République. Mais dans les relations avec le département, c'est tout à fait normal, des dossiers comme ça, qui me demandent mon avis en tant que ministre. Je l'ai dit, je n'ai pas d'avis particulier. Je n'ai jamais voulu défendre Gostar dans ce dossier. Vous faites ce que vous voulez, monsieur le procureur général. Voilà ce que j'ai dit à Boya. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. J'arrive. Boya est resté. Après les événements, moi je suis parti. Et vous avez vu, on a été chercher Boya. On a même dit qu'il a été nommé par moi pour ces dossiers-là. Je n'ai pas réagi à l'époque. Et je suis d'autant plus à l'aise que celui qui le disait à l'époque, c'était Chérif Kone, le premier avocat général, qui aujourd'hui est en train de dénoncer, je vais y venir, des choses qu'il faut effectivement dénoncer. Donc à l'époque, Boya est resté serein. Il était en train de faire ses dossiers jusqu'à ce que lui aussi, on l'ait révoqué. Et c'était déjà, tout ça était en branle. Boya, la veille de la révocation de son décret, il est venu me voir pour me dire, j'ai reçu une lettre du ministre de la Justice me demandant de régler le dossier Gostar conformément à la loi. Je viens demander votre avis, comme je dois partir, qu'est-ce que je fais? Ah, je dis, ouais, moi, si tu demandes mon avis, c'est pas maintenant qu'on va te dire de régler le dossier conformément à la loi. Conformément à la loi, c'est quoi? Tu es là pour appliquer la loi. Pourquoi on te fait cette lettre-là, à la veille de ton départ? Tu vas prendre une décision de classer le dossier. Ils vont dire que tu l'as fait en partant parce que tu savais que tu partais, tu t'es précipité pour le faire. Ne le fais pas, ne le touche pas. L'histoire m'a donné raison. Boya est parti. Il n'a pas traité le dossier. Je le dis, je l'affirme. Si quelqu'un peut dire le contraire, qu'il le prouve demain. Boya n'a pas traité le dossier. Il l'a remis à Timo, son successeur. Et le dossier est resté depuis ce temps-là avec Timo, procureur général, qui avait le dossier, qui a été saisi par le procureur du pôle économique qui lui a dit 3 choses. Après le dossier Camara. Vous vous souvenez, Camara qui vient d'être encore mis sous mandat de dépôt. Camara, oui. À l'époque, il avait été mis sous mandat. La chambre d'accusation a annulé les poursuites contre lui, en disant qu'il avait un privilège de juridiction, que c'est la Cour suprême qui doit désigner donc
la juridiction d'instruction et non pas le pôle économique. Donc la chambre d'accusation a annulé. Et il y avait eu un pourvoi des civils qui étaient dans le dossier, parce que le procureur, la chambre d'accusation avait dit eux doivent être poursuivis à part. Ils ont fait un pourvoi. La Cour suprême a annulé en disant que toutes les poursuites doivent être faites comme par la Cour suprême qui devait désigner pour poursuivre Camara, effectivement. Donc, le procureur de la République a dit à la Cour suprême, à Wafi, qui était procureur général, qui a reçu le dossier, la lettre du procureur de la République, lui disant, bon, Camara, demandez à la Cour, au procureur général, je vous demande de désigner la juridiction, de demander à la Cour suprême de désigner la juridiction qui doit poursuivre Camara. Les autres, les opérateurs économiques, les Kouma, j'ouvre une information au niveau du pôle économique. En ce qui concerne les ministres, Boubé Maïga, qui était à l'époque ministre de la Défense, Fili Sissoko, ministre des Finances, Ben Barka, ministre des Investissements, je crois, je vous demande de transmettre le dossier au président de l'Assemblée nationale pour saisine de l'Assemblée nationale qui doit voter la résolution de mise en accusation et la procédure suit. Voilà la lettre qui a été adressée à Wafi par le procureur de la République, qu'il a transmis cette lettre-là et le dossier à Boya. Boya a transmis le dossier depuis des mois à Timbo. Voilà. Voilà l'état de la procédure. Donc aujourd'hui, on insinue que, en tant qu'avocat de Gostar, devenu ministre de la Justice, j'ai voulu classer le dossier. Si je voulais le faire, je l'aurais fait immédiatement. Généralement, moi, je prends mes décisions, je m'assume. Ce que j'ai fait en 3-4 semaines, les gens ont vu. Il y a des magistrats qui m'ont dit, ça fait 20 ans, on n'a pas fait ce que j'ai fait en 15 jours. Donc, si je devais le faire, j'allais le faire. J'allais m'assumer et le faire. Mais je n'ai jamais donné d'instruction à Boya. Donc, mieux que ça, je lui ai dit, quand on lui a demandé de prendre la décision, j'ai dit, ne prends pas, donne à ton successeur. Et le successeur. Donc, vous n'avez jamais fait, en tant que ministre de la Justice, jamais fait des pressions sur Boya Dambélé à l'époque? Mais évidemment, si je l'avais fait, ça serait fait. C'est ce que je te dis. Mais est-ce que le procureur général après la Cour suprême, Boya Dambélé, à l'époque, puisque c'est vous qui l'aviez nommé, est-ce qu'il ne se sentait pas redevable vis-à-vis de vous? Et cette redevabilité ferait qu'il n'agissait pas? Est-ce que c'est pas ça aussi? Mais non, au contraire, Ribou. Si on est en train de dire que je suis l'avocat de Gostar, que donc j'ai un intérêt, on a même dit à l'époque que j'ai nommé Boya pour classer tous ces dossiers-là. C'est ce que je vous dis à l'époque, je le dis en toute amitié à mon ami Chérif, qui était l'avocat général, qui l'a dit à l'époque, que Boya, il a dénoncé ça. Chérif dénonce toujours ce qui doit être dénoncé, à tort ou à raison. Mais là, à l'époque, c'est ce qu'il avait dit. Je lui ai jamais répondu. Moi, j'ai pas demandé que Chérif soit révoqué, parce qu'il a dit ça à l'époque. Je n'ai rien fait. J'étais ministre, il a dit ce qu'il pensait en tant qu'avocat général. Je n'ai pas demandé qu'on le révoque pour ça. Là, on l'a révoqué parce qu'il a exprimé une opinion. Mais quand j'ai nommé Boya là, Chérif a fait des papiers. Il a réagi au nom de son syndicat. Il a protesté. Il a dit des choses pas très aimables. Mais je n'ai jamais réagi pour ça. J'ai pas voulu. C'est vrai que vous n'avez pas réagi contre Chérif à l'époque lorsque, effectivement, il avait réagi virulemment contre Boya Dambélé et vous étiez ministre de la Justice. Mais est-ce que quand même, Chérif, y a-t-il pas un droit de réserve, en fait, qu'il doit garder en tant que membre de la Cour? J'en sais rien, mais il est magistrat. Mais est-ce qu'il a le droit de sortir comme ça parler? Puisque les autres magistrats, tout le monde dit qu'on n'a pas, en tant que magistrat, il y a le droit des réserves. On n'a pas le droit de sortir comme ça. Chérif parle au nom d'un syndicat. Il parle au nom d'une association des procureurs et poursuivants qui sont affiliés à d'autres organisations à l'international. Donc, qui prennent des positions sur tous les problèmes, qui prennent position sur tous les problèmes qui concernent les droits de l'homme. Donc, Chérif, comme les autres syndicats, quand les autres syndicats se fendent de communiquer, le SAM qui était présidé par le ministre Kassogué et Silma, quand eux se permettent de faire des communiqués pour attaquer des gens, pour même faire des poursuites pour outrage à un magistrat à chaque fois qu'on s'exprime, qui ont insulté Chérif et traité de tous les noms,
Et c'est pas des magistrats. C'est pas des magistrats. Le président, le Samuel Silma, c'est pas des magistrats. Et ils s'affranchissent de leur obligation de réserve quand ça les arrange. Dans ce dossier, ils sont allés plus loin. On aurait dû, c'est eux qu'on aurait dû commencer par poursuivre. Parce qu'ils sont permis de dire des choses qu'un magistrat ne doit pas dire. Ils ont pris position en parlant d'impunité, de l'opinion publique, des gens qui ont volé, qu'il faut les traquer, etc. C'est le rôle d'un syndicat de magistrats, ça. Mais à l'époque, il y a des gens qui ont dit, effectivement, à l'époque, on a entendu, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des relations de famille entre Buea Dembélé et vous. C'est vrai ça ou pas? Mais ça, c'est pas important, mon cher ami. Moi, j'ai trouvé Buea à la Cour suprême. Il était secrétaire général de la Cour suprême. Je ne l'ai pas nommé. Je n'ai pas nommé Buea à la Cour suprême. Oui. D'accord. Je l'ai trouvé là-bas. Oui. D'accord. Buea était à la Cour suprême. Il était proposé pour être vice-président de la Cour suprême. D'accord? Je ne l'ai pas nommé là-bas. Je ne l'ai pas fait magistrat. Il a été déjà avocat général. Avant Chérif, Buea était avocat général à la Cour suprême. Donc, je l'ai dit à l'époque, quand je voulais le nommer, on a saisi le président de la République, on a saisi le Premier ministre à l'époque pour dire que j'avais des liens de parenté avec Buea, mais qui n'a pas de lien de parenté dans ce pays-là. Mais l'essentiel est qu'il soit nommé sur la base de critères objectifs, sur son mérite et sa compétence personnelle. Je ne l'ai pas amené à la Cour suprême. Le magistrat qu'on a mis à sa place, qu'on a amené de la Cour d'appel directement à la Cour suprême, il n'a jamais fait de Cour suprême. Quelqu'un a parlé? C'est le promotionnaire du ministre de l'époque. Son seul mérite, c'est ça. Il l'a pris premier président à Mopti pour l'amener à la Cour suprême. Il n'a jamais fait un jour à la Cour suprême. Ça ne se fait pas habituellement. On ne met pas à la Cour suprême un magistrat qui n'y a déjà pas travaillé, qui n'a pas l'expérience là-bas. Et donc, Buea, lui, il avait déjà fait la Cour suprême. Évidemment, il avait été avocat général. Au moment où je le nommais, il était le secrétaire général de la Cour suprême. D'accord. Sinon, le même shérif... deuxième personnage après le président de la Cour, le secrétaire général. Voilà. Donc, je l'ai nommé procureur général. D'accord. Sinon, le même shérif, je rappelle que lors de sa sortie contre Buea Dembélé, je l'avais interviewé, j'avais été à la Cour suprême pour l'interviewer. Il se plaignait beaucoup de lui. Il n'était pas content de Buea et il estimait que... Il avait dit beaucoup de choses. Bon. Mais est-ce que moi, à l'époque, en tant que ministre, est-ce que j'ai poursuivi Chérif? Non. Est-ce que je lui ai répondu? Non, vous n'avez pas fait. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un ministre qui l'a fait révoquer. Ouais. Bon. À l'époque, personne n'a rien dit. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes plus avocat de Soumaïla Boué-Maguette à cause de tout ça, en fait. Voilà, tu as compris, Ivo. C'est à cause de tout ça, pour qu'on ne vienne pas dire que je défends, en fait, mes propres intérêts. Que je suis en train de défendre Gosta, qu'en tant que ministre, j'avais essayé de faire ça, ceci, cela. Maintenant, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Qui peut m'attaquer, essaye de m'attaquer. Tant que j'étais avocat de Soumaïla Boubé, du Premier ministre Boubé et de Fili, je me serais imposé une certaine obligation de réserve. Je n'aurais pas pu parler avec toi comme je suis en train de le faire maintenant. Et comme je t'ai dit, avant d'être l'avocat du Premier ministre Boubé, j'étais déjà intervenu sur les principes, en disant qu'on ne peut pas, il faut faire attention, on est en train d'instrumentaliser la justice. Je l'ai dit qu'on ne pouvait pas poursuivre les anciens ministres parce qu'ils relèvent de la haute cour. Et la haute cour, ce n'est pas la loi, c'est la Constitution qui le prévoit. La Constitution est en vigueur. Elle n'a pas été suspendue. Ceux qui ont renversé le régime, ont fait la charte, ils ont omis de prévoir la haute cour là-dedans. Il fallait prévoir la haute cour dans la charte. Ils l'ont pas fait. Mais la haute cour qui était dans notre constitution, elle n'existe pas parce que l'Assemblée a été dissoute. Est-ce que pour autant, on doit créer une procédure pour juger les gens? D'autant que le président de la cour actuelle, procureur général, a eu le dossier. Et le procureur à l'époque lui a dit, envoie à ce qui concerne les ministres à l'Assemblée nationale, au président de l'Assemblée nationale. Il avait l'arrêt, c'était écrit noir sur blanc. Et il avait
À l'époque, la haute cour était là, l'Assemblée était là. Qu'est-ce qui a empêché le président aujourd'hui qui est en train de dire qu'il faut poursuivre les gens? Qu'est-ce qui l'a empêché à l'époque de transmettre le dossier? Je vous l'ai dit, pourquoi Buea n'a pas classé le dossier? Parce que à la fin, je lui ai dit, ne touche pas. Laisse-les régler le dossier. Si j'avais un intérêt personnel, j'allais dire à Buea, effectivement, règle le dossier. Mais j'ai dit, ne le touche pas, laisse-le. D'accord. Et j'ai bien fait. D'accord. Donc, nous allons faire la version Bambara. Les gens demandent la version Bambara. Là, on va venir en Bambara, mais il faut que j'explique les choses pour que ça soit clair. À l'époque, j'avais dit ces procédures-là, ça n'avait rien à voir avec Boué. J'ai dit, on est en train de faire quelque chose de très dangereux. On est en train d'instrumentaliser la justice. Le procureur général, j'ai réagi quand il a fait son flash spécial. J'ai trouvé ça inadmissible. En tant que juriste, en tant qu'avocat, j'ai trouvé que c'est inadmissible qu'un procureur général vienne faire un flash spécial pour dire on n'accepte pas l'impunité, on va faire des poursuites, on va faire pour ceci, cela. Et c'est une semaine après, on a vu effectivement ce qu'il a fait. Moi, j'ai dit que chacun va être poursuivi par ses actes. Chérif a porté plainte contre lui, contre le président de la Cour suprême, parce qu'ils ont violé la loi. Quand un magistrat, surtout un haut magistrat, viole la loi, ça s'appelle la forfaiture. Aujourd'hui, ils sont en phase avec ceux qui sont au pouvoir, mais demain, qu'est-ce qui se passera demain? Moi, je n'en sais rien. Dieu seul le sait. Mais chacun va répondre de son acte, de ses actes un jour. Parce que ça aussi, c'est un crime qui a été commis. Violer la Constitution et la loi délibérément. Je mets au défi quiconque de me dire que la chambre d'instruction qui a été mise en place par le président de la Cour suprême est basée sur un texte légal. Il n'y en a pas. Il y a 2 articles dans le code pénal, 613, 614, concernant les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, c'est 613, c'est la haute cour. 614, c'est les faits commis hors leur fonction. Ça, c'est la chambre criminelle qui est saisie par le procureur général, pas le président de la Cour, pas le bureau de la Cour suprême. Donc, la procédure qui a été faite a été inventée de toutes pièces, parce que le ministre de la Justice l'a voulu comme ça. Et c'est ce que Chérif a dénoncé. Nous, on était au courant de toutes ces tractations, c'est pourquoi j'ai fait ma sortie. Oui, c'est vrai que l'autre... C'est pourquoi j'ai dit il faut sauver le soldat Choguel. À l'époque, Boubé n'était pas incriminé, on n'avait pas sorti encore le dossier, mais on savait ce qui se tramait. Et c'est ça qui est grave. Instrumentaliser la justice, c'est extrêmement grave. Mais la question, elle revient toujours. Les Maliens se posent toujours la question, pourquoi il y a eu des précédents? Pourquoi il y a eu le cas de Oumar Ousmane Touré, ministre de la Santé? Pourquoi il y a eu le cas de Yamsa? Non, c'est juste pour expliquer. Pourquoi il y a eu le cas de Yamsa Kamara qui a été aussi? J'avais déjà répondu à ça. Mais je ne vais pas parler des gens. On va encore... D'accord. Donc, on va aller sur la version Bambara. Mais je vais te dire quand même. Oui. Je vais te dire. C'est pas parce que X ou Y... c'est pas, tu vois bien qu'on acquitte les gens tous les jours, non? C'est pas parce qu'on t'a fait un faux procès qu'on doit en faire à d'autres. Absolument. Hein? Absolument. C'est tout. Le procureur général va te chercher une jurisprudence de 1980. Quand il m'a dit ça, j'ai sursauté. Mais tu sais c'est quelle jurisprudence? Parce qu'il a fini par l'écrire dans son réquisitoire. C'est la jurisprudence Kissima Doukoura. Évidemment, vous n'étiez pas né, vous ne connaissez pas Kissima Doukoura. Kissima Doukoura était, moi j'étais même pas là, moi non plus j'étais pas là, j'étais en France. Kissima Doukoura a été jugé par le régime de Moussa Traoré avec les Tchekoro Bao. Ils ont été jugés au nord, à Taoudéni. Ça c'est une référence à même Choguel Maïga qui est membre de l'UDPM. Oui, mais à l'époque il y avait la haute cour de justice. Non, à l'époque il y avait la cour spéciale de sûreté de l'État. Sinon, on avait un document. Mais non, c'est pas vrai justement. C'est que ça dit qu'il y a trop d'amalgame. Mais on n'a pas besoin d'aller à cette époque-là. Cette époque-là est une honte pour la justice malienne. Elle ne doit faire la fierté de personne. Personne ne devrait évoquer une jurisprudence de 1980, des gens qu'on a détenus à Taoudéni. Dans des conditions, on sait aussi tout ce qui s'est passé. Un magistrat, la Cour suprême. Moi, je trouve que c'est honteux. Je le dis et je l'assume. Choguel Maïga, qui était membre de l'UDPM, n'invoquerait pas cette jurisprudence-là. Il a honte de cette période de notre histoire.
croyez qu'on va passer notre temps à ça? Ouais. Donc dire il y a eu ça dans le passé, et jusqu'à aller à ça. Kisima Doukara, comment Kisima et Tchekoro sont morts à Taoudeni dans les camps, mais puisqu'on y est là, il faut réouvrir Taoudeni. Il faut réouvrir Taoudeni et envoyer les gens là-bas. Donc on va faire la version Bambara pour les gens. Non, vraiment que ça soit très clair, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Non, ce soir, effectivement. On ne peut pas inventer une procédure pour poursuivre les gens. D'accord. Il n'y avait rien de pressé. Si on doit faire, je l'avais dit qu'on va proroger la transition. On y est là. Choguel l'a dit à l'étranger. C'est pas au Mali qu'il le dit, il va le dire à New York. Hein? Donc, petit à petit, il arrive là. Hein? Et ces procès-là sont dans ce sens-là. C'est pour trouver des arguments pour proroger la transition. Ok, qu'on proroge la transition, mais il y aura au bout de les élections quand même. Les élections vont avoir lieu. Donc l'Assemblée qui va venir là, elle va être obligée de mettre en place la haute cour. Pourquoi on se précipite pour violer la loi et la Constitution, pour faire plaisir à je ne sais qui, pour faire des chasses aux sorcières? C'est ce que le jour où la nouvelle Assemblée va venir là, il sera toujours temps de prendre les dossiers et de les poursuivre. Mais la nouvelle Assemblée là peut poursuivre ces magistrats aujourd'hui qui sont en train de mettre le pied sur la loi et la Constitution. Les nouveaux députés qui vont venir là ne leur feront pas de cadeaux. Ils seront parfaitement capables de les interpeller, de dire, monsieur, pourquoi vous avez violé la Constitution? Pourquoi vous n'avez pas attendu qu'on mette notre Assemblée en place? Et ils vont répondre ce jour-là. Il faut qu'on soit clair là. Donc moi, je parle principe. Je ne parle pas de Boubé, je ne parle pas de Fili. J'ai des raisons particulières de défendre Fili. C'est une des femmes les plus honnêtes qui m'a été donnée de connaître. Elle était à la Banque mondiale. Elle a quitté la Banque mondiale pour venir être ministre des Finances. Elle pensait bien faire, cette femme-là. Et voilà, ces pays-là, c'est comme ça. Donc, je ne suis même pas dans sa défense à elle, ni dans la défense de Boubé. Je suis dans les principes. Moi, je dis qu'il faut respecter la loi, il faut respecter la Constitution. En dehors de ça, plus rien ne vaut. Personne n'est en sécurité si on ne respecte pas les textes. Et j'en termine pour te dire, ces équipements militaires-là, encore une fois, c'était un choix de souveraineté du président Ibeka. Aujourd'hui, on parle de Wagner, j'entends parler de 6 milliards par mois ou par quoi. Moi, je ne critiquerai jamais ça, parce que j'estime que c'est des décisions de souveraineté. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont le droit de faire ce qu'ils veulent s'ils estiment que c'est l'intérêt du Mali. Mais demain, là, on va encore essayer eux aussi de les poursuivre pour dire vous avez fait ça, vous avez fait ça. On va où là? Donc eux-mêmes là, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui comprennent que moi, ce que j'ai dit là, ça les défend aussi, ça les concerne aussi. Demain, de la même manière, si on essaye de les salir ou de les poursuivre, je serai là pour les défendre pour le principe. Parce que j'estime que l'État, c'est l'État. Et fondé sur des règles, ces règles-là protègent tous les citoyens. Si on sort des règles, on sort de la sécurité juridique pour tout le monde. On sort de la démocratie. On devient une société dictatoriale ou anarchique ou ce qu'on veut. Mais la démocratie, elle est basée sur des règles qu'il faut respecter. Ceux qui sont au pouvoir ont des prérogatives qu'il faut respecter. Parce que quand tu dénies ces prérogatives-là aux autres, le jour où tu viendras au pouvoir, que tu les exerces, tu en répondras de la même manière. Voilà. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.